Ok. Taskmaster. Ok, bah déjà, juste pour faire un petit récap comics, pour les Thunderbolts, les comics à la base, c'est quoi ? Bah, à la base, les Thunderbolts, en gros, c'est une équipe de super vilains qui est commandée par le Baron Zemo, qui est un antagoniste qu'on a déjà vu dans les films. En gros, il a une organisation qui s'appelle les Maîtres du Mal, et en fait, il va créer une nouvelle version des Maîtres du Mal pour affronter les Avengers. Mais au moment où il crée cette équipe, en fait, les Avengers ont été battus par une autre entité. Genre, il n'y a plus de héros, en fait, il n'y a plus les 4 Fantastiques, il n'y a plus les Avengers. Ouais. Et donc, c'est son idée de génie, c'est quoi ? Bah, c'est de remplacer les Avengers, en fait. Ouais. Et en fait, les Thunderbolts, en fait, c'est une espèce de équipe de héros, mais en fait, c'est des méchants déguisés en héros, en fait. Qui va pas durer longtemps parce qu'au bout d'un moment c'est trop difficile pour eux de rester des héros en fait, parce que au fond d'eux c'est des méchants. Même s'il y en a certains qui du coup restent, ils sont restés des héros. Ouais, certains sont restés, certains ont eu un changement de cœur, certains non, comme Zemo par exemple, qui reste un méchant pas gentil. Et après l'équipe a beaucoup évolué au fil du temps, ils ont plus fait des équipes un peu typées militaires, typées un peu Suicide Squad avec des bombes sur la tête aussi, ils obéissent pas au gouvernement. Ils ont fait des trucs comme ça aussi. Ouais, ils avaient fait des trucs un peu plus proches de la Suicide Squad, ils avaient fait des équipes où c'était vraiment des vrais méchants et tout. Là, ils ont fait un espèce d'entre-deux, en fait. Ils ont quand même fait le délire ils deviennent les Avengers, mais par défaut, c'est un peu des mercenaires un peu pétés, qui deviennent les Avengers, les nouveaux Avengers, à la fin du film. Après, c'est pas non plus des méchants, quoi. Ça, c'est le truc que j'aurais aimé avoir. C'est que moi, honnêtement, oui, pour moi, il y avait. Par rapport au stade où étaient ces personnages-là, il y en a aucun qui était des méchants. C'était des méchants avant, mais là, aucun d'entre eux était dans ce. C'est vrai, mais il y a juste Elena au tout début du film qui bute des gens et c'est tout. Et encore, c'est son job parce que, t'es devenu. Ouais, voilà, c'est tout leur job, c'est tous devenus des tueurs à gages. Mais ce que j'ai encore bien aimé et que au fait, je continue de penser, c'est dès son premier dialogue, on a la thématique du film. Oui, c'est vrai. Genre, je sens un vide. Parce que moi, il m'arrive aussi quand même parfois, je ressens des vides vraiment comme ça dans la vie. Et le fait que le film avait parlé de ça, je me suis dit, ok, ça va être vraiment perso. On va voir si c'est bien traité, si c'est bien utilisé au niveau Marvel. Et on voit que, niveau tueur à gages, c'est ça. T'es payé pour tuer quelqu'un, donc tu n'as pas avoir d'humanité, tu n'as pas ressentir les gens, tu dois faire ton travail et tout ce que t'as à faire, quoi. Et on avait un peu ce tâche chez tous ces personnages. Ils se réunissent dans le bunker, ils ont été envoyés. Ce que j'ai trouvé super aussi, c'est que dans le combat, on voit quand même la différence de niveau entre tous. On voit que de tous, j'ai trouvé que Elena c'était la moins forte. Pourtant elle est très douée, alors qu'elle est très douée normalement, mais tous les autres ont des capacités beaucoup trop spéciales pour elle. Oui, voilà, c'est la seule humaine. Elle a pas de super pouvoir. Ok, c'est ça. Ouais. Que les autres ils sont un peu méta-humains, pas méta-humains. Le Walker c'est littéralement un super soldat aussi, comme Captain America. Ghost qui peut phaser, donc elle devient invincible, elle peut se téléporter. T'as Taskmaster qui est aussi une super soldat, mais qui est capable d'imiter le style de combat de n'importe qui. J'ai trouvé ça un peu marrant et tout, c'est que t'as... Bon, on est zone spoiler, hein. Mais voilà. Et t'as le moment où t'as Ghost qui apparaît, ils se battent, et t'as Yelena qui fonce sur elle. Ghost réapparaît derrière elle, lui donne un gros coup de pied dans la gueule pour lui dire reste en dehors de mon chemin. J'ai un peu entendu ici reste à ta place petite humaine. Elena en plus elle se cache derrière la boîte et tout, tu sais, elle se fait tirer dessus et tout. La pauvre elle peut rien faire elle. Et voilà. Puis à ce moment elle se bat au corps à corps. T'as Walker qui lui donne un coup, elle se retrouve projetée à 3-4 mètres. Elle s'est dit qu'est-ce qui se passe là. C'est pas plus mal d'un côté qu'elle soit pas si forte que ça, tu vois. Je trouve que ça en fait un personnage intéressant pour ça, tu vois. Que du coup elle se démarque de tout le monde, plus sur la défensive que sur l'attaque, tu vois. Mais par contre on en parle du perso qui bute dans le bunker comme ça, que je connaissais pas, mais qui tue comme ça. C'était un vrai perso de Marvel. Ouais, voilà. C'était un méchant dans Black Widow. Ah ok, putain. Oui, putain. Parce que j'ai pas capté, je l'ai vu Black Widow, mais je sais pas qui c'était. Je pense pour le film Black Widow, ils ont pas voulu assumer directement que ça allait être une femme, le Taskmaster, parce que c'était le titre du film, et là je pense qu'ils ont fait une tenue plus féminine pour le personnage. Voilà, et honnêtement je trouve elle s'est fait démolir du coup par la petite balle là, mais je trouvais que tout le long du combat elle se battait très très bien. Je trouvais qu'elle faisait des gestes vraiment de style, on ressentait l'expérience et tout, et face à Ghost là, quand elle commençait à tirer plusieurs fois là, elle savait où placer son bouclier à chaque fois. Mais limite, moi je voulais la voir dans les Thunderbolts,
Taz, je sais plus quoi, putain, j'ai pas son nom, j'arrive pas à l'avoir. Tasmanie. Non mais... Non mais en vrai Taskmaster c'est un putain de gâchis de base, mais bah, ça, pour moi ça se voit parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des précédentes versions du script où je crois qu'à la base elle restait en vie et justement elle devenait amie avec Ghost justement. Et je pense que c'est pour ça aussi que Ghost n'a pas de développement, c'est que du coup ils ont enlevé cette relation qu'elle aurait eu peut-être avec Taskmaster de personnages traumatisés par leur passé qui s'entendraient bien. Du coup c'est marrant de dire que dans cette version là c'est elle qui l'a tué. Mais du coup de base Taskmaster c'est un immense gâchis des Black Widow parce qu'à base Taskmaster c'est un peu un Deadpool mais version méchant genre. C'est le mec il a un design intimidant de squelette mercenaire. Mais en fait, c'est juste un gros beauf qui ouvre tout le temps sa gueule, genre. Et qui parle tout le temps, il aime bien faire du coaching de sport sur des méchants et tout. Bah, alors là, il a pas ouvert sa gueule en tout cas. Non, pour le coup, non. Alors que là, ils ont fait une méchante super discrète, voilà. Qui est apparu là, tu vois. Et je pense que Marvel s'est dit, en réécrivant leur script, ils avaient annoncé d'avance qu'elle serait dans l'équipe. Bah. Au final, il est pas vraiment, mais ils ont annoncé avant et du coup ils se sont dit, en vrai, je pense que parce qu'en fait tout le monde s'en fout de tous les personnages de l'équipe, mais il y en a une que les fans détestent. Parce que pour eux, ce personnage était flingué dans Black Widow, c'était Taskmaster. Tu vois. Donc je pense qu'ils se sont dit, il faut qu'on en bute, faut qu'on en sacrifie un. Et en buter Taskmaster avec moins de 2 minutes de temps d'écran. Dommage parce que c'était un des rares persos, je trouvais que le design était mieux. Le design était excellent. Était un upgrade. Je me suis dit, mais attends, elle va être dans l'équipe, elle pas du tout, balle dans la tête. Surtout que j'aime beaucoup le design de tous les personnages et je trouve qu'ils ont les meilleurs designs de leur apparition depuis tous les films. Je trouvais que Ghost avait un meilleur costume que dans son précédent film. Je trouvais que Yelena, elle avait... Alors, moi, j'adore sa tenue. Vraiment, je pense que c'est vraiment une tenue, genre, c'est pas une armure ou quoi que ce soit, c'est uniforme, un peu... pas les militaires, mais dans le même genre. Et utilisé pour la discrétion et tout, pour l'espionnage. Walker qui avait pratiquement le même costume qu'on avait vu à la fin de la série, mais... qui est resté nickel et tout, et en plus leur costume je trouve c'est dans les termes de couleurs, de la palette de couleurs je trouve que du film là avec des termes très sombres. Même le Red Guardian qui est très stylé, j'ai trouvé au niveau de sa tenue et tout. J'ai trouvé la DA dans le film au niveau tenue elle était excellente. Même au niveau décor en vrai, surtout pour le bunker, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un très beau boulot au niveau de la DA et tout. Non, la DA, j'ai rien à redire en vrai. En fait, moi, la DA, au début, j'avais du mal, je me disais, ils ont des tenues pas ouf, tu vois, mais en plus, quand tu regardes le film, dans la DA du film, je trouve que ça fonctionne pour les 3/4 des designs, je trouve. Bon, Yelena, c'est marrant, du coup, on voit l'évolution de la sexualisation de Scarlett Johansson, de Black Widow, maintenant. On voit que les temps ont évolué. Mais c'est vrai qu'Yelena, j'ai pas compris Yelena, elle a pas d'alias. C'est pas Black Widow, c'est pas White Widow. Parce que le truc, c'est qu'elle est fringuée en vert parce qu'il a fait le délire de la veste verte dans le Black Widow. Oui, du coup, elle est verte, elle. Tu vois, par exemple. Elle est très verte. Alors que normalement, dans les comics, c'était une Black Widow. Et là, j'ai vu que récemment, c'était une White Widow. Mais je m'attendais à que normalement, dans la MCU, il la mettrait en tant que nouvelle Black Widow. Sauf que même jusqu'à maintenant, même dans le film, ils ont jamais officialisé ce nom-là. Ouais, puis US Agent a le même que dans Falcon et qui reste stylé, Captain America un peu plus dark, tu vois, entre guillemets. Red Guardian, moi j'aimais pas le costume, mais j'aime bien l'idée que, c'est sûr que c'est ça, c'est que dans le Black Widow il portait son vieux costume des années 90 qui lui va plus, genre. Et là dans ce film-là, ça se voit qu'il a juste fait son propre costume avec des matières de merde et tout, je pense. Donc du coup il a l'air un petit peu débile, mais c'est le personnage aussi. Taskmaster, je trouve que c'est un upgrade, surtout quand il y a la petite anecdote qu'en fait ils ont pas jamais assumé le design de squelette de Taskmaster, de crâne, parce qu'en Chine, en fait en Chine ils aiment pas les crânes blancs. C'est pour ça que Crossbones aussi a pas un vrai crâne dans Civil War. Il y a pas une vraie forme de crâne. C'est quand ils ont pas. Il y a que Red Skull qui peut parce qu'il est rouge, tu vois. Mais du coup ils ont jamais. Mais je trouve qu'ils ont quand même fait un upgrade sur son design qui était assez stylé en vrai. Et Bucky, moi j'étais pas trop fan, mais Bucky en fait il y a un petit côté Terminator en fait. Il a une veste en cuir, lunettes de soleil, donc ils lui ont donné un petit côté un peu plus Fury, Mad Max un peu, tu vois. Il est plus rebelle, je trouve, dans ce film. Plus rebelle. Plus indépendant. Le seul auquel j'ai du mal c'est Ghost, parce que Ghost en vrai je trouve il y a le masque blanc, mais si t'enlèves son masque, le costume peut appartenir à n'importe qui, tu vois. Il y a pas identité de Ghost, tu vois. Et puis j'aimais bien l'utilisation du costume de Sentry aussi, quand on voit Sentry en costume, qui est très comics accurate. Mais moi j'ai du mal en vrai avec les costumes du MCU qui se ressemblent de plus en plus tous, avec plein de lignes de partout, etc. Mais je trouve encore une fois que dans la DGS du film ça marche parce qu'il est censé être un peu sponsorisé, marketé, etc. Donc c'est très Invisible en vrai. Je trouve qu'il y a un côté The Boys. Un côté The Boys en vrai, c'est que c'est censé être le successeur des Avengers pour le gouvernement entre guillemets. Du coup on lui donne tous les clichés, des cheveux teints en blond, une cape, un gros logo en S et tout. Donc il y a un côté parodique en fait. Le héros classique un peu, ça fait avec la tenue de base, tu vois.
La tenue par défaut, le skin par défaut. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Donc, C'est vrai, c'est ça aussi, ouais, parce que moi personnellement, quand j'ai vu le costume, je n'ai pas. En termes de design, je n'aimais pas. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, ça fonctionne très bien avec le fait que en fait, c'est pas vraiment un vrai costume, quoi. C'est pas un costume qu'il a utilisé, c'est vraiment un costume de sponsor, de mise en valeur, cliché, et que oui, voilà, je pense qu'ils ont vraiment ramené tous les stéréotypes là du super héros dans ce costume-là et qui, je trouve, du coup, fait l'identité vraiment de Sentry là à ce moment-là. Bah, j'aime bien le côté méta de Marvel qui a fait des costumes comme ça pendant 5 ans et qui se sont dit là on va mettre tous les éléments qui ont saoulé les gens qui aimaient pas nos costumes dans un seul personnage et c'est Sentry. Donc il y a un petit côté méta là-dedans aussi qui doit être marrant. Mais oui, t'avais parlé de la scène d'intro qui était intéressante. Moi j'ai un peu du mal avec moi j'ai du mal avec les 50 premières minutes je pense et moi j'étais plus fan de la dernière heure je pense. Ouais. En fait je crois que ça faisait très super film Marvel un peu cliché où en fait toute la première scène d'action avec Yelena c'est qu'elle lâche des vannes tout le temps et moi j'ai eu un peu du mal avec ça, j'aurais aimé un truc fou le thriller tu vois. Je sais même plus ce qu'elle a dit. Mais, en gros on l'entend parler pendant tout le combat mais ouais, un mec bâillonné et tout. Ouais. C'est quand même stylé la toute première scène où elle saute du mais en termes de building réa, et tout, parce qu'elle a vraiment sauté du building. Ouais, il m'a dit mon pote, du coup l'autre Julien, Ouais. il m'a dit et tout, l'actrice était vraiment attachée par un câble et après du coup pour la suite il y a eu une cascadeur ou cascadrice pardon, je sais pas si ça se dit. Cascadeuse. Voilà cascadeuse putain wesh. Castafiore. Qui a sauté en parachute et tout, mais j'ai trouvé vraiment pas mal les toutes premières minutes de cascade. Ouais, elle a vraiment sauté du deuxième plus gros building du monde en Malaisie. Et puis j'avais bien l'idée de la scène d'action qui était en point de vue zénital. Là. Où du coup on voyait l'ombre qui était face à nous et qui faisait presque combat de face et du coup ça faisait du coup t'avais toute une scène d'action combat zénital où tu te dis on a eu tellement de scènes de couloirs dans le MCU que là on va le filmer différemment. Outline Miami un peu, je sais pas si t'as joué au jeu vu bah, dessus et tout. Ils avaient fait la rêve dans John Wick le dernier aussi. Bah c'est ça. Ouais. Et puis il y a un foreshadowing sur les ombres aussi par rapport à The Void aussi. Oui, voilà, c'est ça que je voulais parler, c'est que le fait que je sais pas si toi tu l'as vu dans ton second visionnage ou directement dans le premier, mais j'ai direct remarqué les ombres que crée Sentry dans le laboratoire. Et là j'avais vu et je me suis dit c'est petit indice mais qui passe inaperçu. Et j'ai pas fait gaffe au fait que en fait si ce serait logique qu'ils retournent en fait à cet endroit-là, qu'ils allaient réutiliser cet endroit. Que j'ai trouvé super, vraiment des petites allusions, foreshadowing, mais qu'aussi en même temps il y a un peu des sous-entendus aussi au fait que parfois les ombres on les voyait derrière Yelena, un peu pour montrer que je vais peut-être trop loin mais qu'elle a vraiment un passif d'assassinat derrière elle. Qu'elle a laissé beaucoup de morts sans identité. Je pense ils sont très liés les persos quand même de Bob et Yelena parce que déjà en plus t'as l'impression qu'il y a il y a un petit côté romantique entre eux, une petite romance et tout. Mais en fait, c'est peut-être pas de la romance, c'est peut-être juste qu'ils se comprennent parce qu'ils ont côté maternel. Ouais, c'est ça. Plus parce qu'en fait, dur à déterminer cette relation. Et moi, j'ai pas vu une romance, mais j'ai vu quelque chose encore mieux que ça, mais qui va pas dans le sens de l'amour. Un peu comme Yondu et Rocket dans Les Gardiens 2 où ils font on est les mêmes. Et que aussi que vu qu'Yelena voyait une version de lui, mais elle le voyait civil, plus une vie normale, mais qui a des déprimes, qui a des bas, des moments bas. Oui, voilà, et que je pense que c'est ce qu'elle a dû ressentir quand il y a eu le premier contact, la télépathique entre les deux. À partir de ce moment-là où elle a commencé à être un peu plus doux avec Bob, qui s'est senti plus proche, je pense qu'il s'est beaucoup reconnu. Et... Ils sont beaucoup reconnus parce que lui, il a ses ombres de son démon, et elle a ses ombres de son présent et son passé, quoi, je trouve. Et du coup, je trouve que c'est ce qui font qu'ils s'assemblent vraiment bien parce que au final, c'est un peu le même personnage, je trouve, sauf que Yelena, elle montre pas spécialement sa dépression et tout, tu vois. Bob, du coup, lui, c'est beaucoup plus montré et tout, mais ils ont un peu un passé en commun, j'ai trouvé. Il y a un parallèle visuel, puisqu'au début du film, on a presque l'impression qu'elle part se suicider, genre. Elle est face à un vide, et ensuite t'as le même plan à la fin du film où elle est face au vide Void noir, genre. Où là aussi, elle hésite pas à foncer comme si elle se suicidait encore une fois. C'est fait exprès un peu, pour montrer qu'elle a pas peur de la mort, tu vois, qu'ils sont suicidaires, comme Walker, quand après sa vision, il est en face du trou genre il pourrait tomber dans la truc de l'ascenseur, tu vois. Elle a pas peur de la mort, mais peut-être elle veut mettre fin à ses jours aussi. Donc il y a toute une allégorie un peu du suicide qui nous laisse entendre, tu vois. Bob, quand ils étaient dans le bunker et que Ghost passe et ils pensaient qu'ils allaient pas la récupérer.
Et je voyais que même Yelena, même Bob, et on a peut-être pas vu Walker, mais je pense que c'était même état d'esprit. Aucun des trois avait peur de la mort. Je pense qu'ils avaient tous accepté. Si, un peu Bob, tu sais, quand il est dans son passé et tout, avec son enfant, sa femme qui le quitte, je crois, je sais plus. Non, ou c'est l'inverse, c'est lui qui. Tout au début. Ah oui, pardon, pas tout au début, mais. Mais en tout cas, Bob, oui, il voulait vraiment se sacrifier pour les autres. Il en avait rien à foutre. Lui, il pouvait mourir. D'où le moment où il se prend les balles et tout, et là qu'il découvre. Et après, il y a une espèce de résurrection entre guillemets. Mais oui, je parlais pas de. Je parlais pas encore de ce moment-là non plus. Non, je parlais vraiment où il y avait la détonation là où ils allaient exploser tout le bunker là, et qui devaient s'échapper, mais qu'on voyait pas Ghost revenir pour ouvrir la porte. Là, j'ai vu Bob, il avait une expression de oui, comme d'habitude en fait. C'est chacun pour sa part. On va crever, ça va vivre. On est dans un monde où faut survivre tout simplement. Non, en fait, c'est la Suicidaire Squad, cette équipe. Ça sera le titre de la miniature, peut-être. Petit jeu de mots, mais. Parce que oui, c'est pas du tout la Suicide Squad où c'est des méchants très méchants et qui salissent, c'est des gens qui sont tous dépressifs, quoi. Et c'est développé, mais de manière quand même à ce que ce soit un peu tout public aussi, tu vois. C'est vrai que rapidement on pourrait décrire l'équipe comme une Suicide Squad de Marvel, mais quand je me souviens des films là et de Thunderbolts, pour moi les équipes n'ont absolument rien à voir. Surtout que la Suicide Squad a vraiment on a une bombe sur la tête, faut obéir aux ordres et tout. Eux ils sont, alors que les Thunderbolts, eux ils sont vraiment, ils sont dans une situation où, mais en soi ils font ce qu'ils veulent, ils pourraient très bien bonner l'un et l'autre et voilà, quand ils ont pas du tout les mêmes états d'esprit, ils ont pas les mêmes objectifs, puis ils ont pas les... D'ailleurs, même je me demande pourquoi certains restent, tu vois, parce qu'il y en a, ils s'en foutent, ça leur concerne pas le problème et tout, et pourtant ils restent jusqu'au bout et tout, dont Ghost qui les sauve plusieurs fois et tout, au final on comprend pas trop pourquoi. Plusieurs fois, est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle voulait peut-être une famille, des gens proches et tout. Il faut croire qu'elle est autonome et qu'elle peut les laisser. En fait, elle vient les sauver 2-3 fois dans le film. Mais après, elle est sous-développée après. Voilà, mais Ghost, c'était exactement ça. En fait, à chaque fois que je la voyais revenir, oui, j'étais en mode on sait très bien que c'est bizarre. Comme tu nous as présenté avec un pass, bon, c'était pas vu, encore une fois, c'est vraiment pas vu dans le film. Ce qui est dommage, c'est un point négatif, on présente pas assez Ghost, on connaît pas assez son passif. Faut vraiment être dépendant, je pense, de son film quand même. Non, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on sache pas qu'est-ce que Ghost a fait depuis Ant-Man 2, où est passé son père adoptif, comme où est passée la mère Melina de Black Widow avec Hugh Garner, où elle est passée elle aussi. C'est vrai, il y a des personnages secondaires, on se demande où ils sont passés et pourquoi ils sont plus là alors qu'on retrouve ces personnages-là. Dans ce film-là, on manque de nouvelles sur l'antre la dernière fois qu'on les a vus, quoi. Je trouve que l'idée est assez cool. Après, ça reste quand même très calqué entre guillemets sur la méthode de Guardians of the Galaxy, dans le sens où on prend des losers qui sentent comme des merdes et on les rassemble pour qu'ils se forment une famille où ensemble ils sont forts, entre guillemets. Donc je trouve quand même que c'est là, comme ils ont bien développé le côté santé mentale, je pardonne cette fois-ci, mais si la prochaine équipe que Marvel refait, c'est encore le coup des losers qui vont se refaire une équipe, il faut arrêter. Même avec la Suicide Squad, il a refait James Gunn. Donc du coup je reviens sur Ghost, et du coup je voulais dire que en fait on sait très bien qu'elle est seule et qu'honnêtement elle aimerait beaucoup être entourée. Mais ce qui est vraiment, j'ai trouvé ça très bon, c'est qu'elle le montre vraiment pas à ses camarades dans tout le long du film presque. Et elle le montre un peu plus vers la fin. Elle fait des gestes quand même, elle les sauve et tout du coup. Ouais, dans des actions, mais encore elle fait des justifications genre j'ai fait ça parce que ça marchait pas, ou j'avais besoin juste de pouvoir partir comme ça. Alors qu'en fait si elle avait d'autres alternatives, mais t'as choisi celle qui te convient le mieux. Ça me fait penser que en vrai je trouve la mort de Taskmaster elle est même pas utile au scénario, dans le sens où ça aurait pu être utilisé, J'ai vu une utilité, ça pourrait être utilisé pour iconiser Val, qui est prêt à, on voit qu'elle peut faire tuer des personnages, ou même iconiser Sentry si c'était Sentry qui avait tué Taskmaster, tu vois, pour montrer que faut pas le faire chier, tu vois. Mais au final c'est Ghost qui le tue, et du coup au final je trouve que ça, dans le côté scénario, c'est juste elle est tuée de manière gratuite et brutale, genre. Alors que je trouve que ça sert pas à poser. Elle ressemble pas du tout à ça en plus dans le film. Ouais, donc je trouve que vraiment. En plus, il y avait ce côté un peu, tout le monde s'en foutait un peu de sa mort, et je trouve que ça rendait. En plus, dommage parce que l'actrice c'est Olga Kurylenko, qui est une grande actrice, qui a joué dans les James Bond, dans l'émission Impossible, dans plein de trucs et tout. C'est une française en plus. On est franco-ukrainienne. Donc, qui est venue pour. Une seconde où on voit son visage.
Du coup, C'est même pas sûr que ce soit elle, parce que elle avait le masque et tout. C'était peut-être juste le visage, je crois. Ah ouais. Le visage juste quand elle montre son visage une fois, genre c'est tout. Une seconde alors. Une seconde elle est venue, genre, mais je trouve ça dommage parce que genre parce que je pensais qu'ils auraient pu corriger le personnage de Taskmaster après Black Widow et lui développer un truc, parce qu'elle aussi c'est un personnage traumatisé qui a eu des traumas, etc. Et du coup elle aussi on la sous-développe, et je trouve ça dommage qu'on ait une réaction assez fadasse de Yelena quand Taskmaster meurt, genre c'est que Yelena c'était un peu ça, c'était un peu une sœur, c'était une Black Widow, tu vois. Donc là elle voit une autre Black Widow mourir en face d'elle. Pour moi, elle devrait réagir un peu plus fortement. Tu vois. Après, il y a quand même une petite discussion après, quand même, avec Ghost où ils disent tu la connaissais, il fait ouais et tout, donc ça va. Au moins, il l'oublie pas complètement. C'était une blague quand même. Mais je trouvais que c'était vraiment une blague jusqu'au bout, ce personnage. Tu vois. Par contre, je suis d'accord avec vous, mais du coup, moi, dans l'autre sens, où je trouvais ça intéressant, en fait, qu'il ait tué, mais je trouve qu'il y a une utilité, c'est que ça montrait vraiment que, pour moi, les personnages étaient habitués à la mort. Et le fait que, voilà, elle est tuée brutalement, comme on le voit, mais tu vois aucun d'entre eux réagir choqué, à part Bob, qui est normal. Mais les autres sont tellement habitués à tuer, à survivre et tout. J'ai trouvé que ça mettait bien, au moins en valeur, le fait que c'est des habitués, c'est des... Qu'après ils prennent ses armes et tout. Oui, voilà, surtout qu'après ils piquent des armes et tout, voilà. Je suis sûr qu'elle aurait voulu que j'aille. C'est ça. Et que pour le coup avec Yelena que c'était beaucoup plus subtil, alors que oui ils se connaissent de base et on devrait s'attendre à ce qu'elle pleure et tout, et au final on se dit non, c'est assez logique en fait qu'elle ressente rien, parce que c'est pas non plus Natasha où oui là elle était en vraie déprime par rapport à la mort de sa sœur, mais que elle c'était vraiment plutôt quelqu'un marade quoi, une connaissance avec des personnes en commun, parce qu'ils ont tous les deux été sous les ordres de Dreykov et tout, mais qu'au final ça restait deux personnes qui faisaient chacun leur vie, et que je trouve ça a été très bien présenté au début, que j'ai remarqué qu'en fait leur seule interaction, même en comptant Black Widow et ce film là, alors c'était leur seule interaction où Yelena se prépare à se battre, et Taskmaster lui répond non je suis pas là pour toi, et qu'après elle continue d'affronter Walker, et que ça montrait bien que c'était juste deux personnes qui ont une vie similaire mais qui ne sont pas qui ont pas une grande attache à l'un à l'autre, mais qui se connaissent, qui quand même savent qu'ils ont traversé des épreuves plus similaires qu'avec d'autres personnes. Son rôle à elle a été inutile, mais sa mort, j'ai trouvé qu'elle avait plus d'importance et plus de sens au scénario et au thème du film. Et même thématiquement, je trouve que ça gâche un peu la fin de Black Widow, où Natasha s'est sacrifiée presque pour que elle survive, tu vois. Là, c'est plus un gâchis dans le MCU en général, où ça gâche la thématique un peu de la fin de Black Widow, où elle fait tout pour sauver Taskmaster et elle l'a libéré de l'emprise de son père et tout. Et donc la voir mourir comme une merde comme ça dans le film. En tout cas, ils avaient pris des persos plus secondaires encore du MCU dans l'équipe, et à buter, j'aurais pas dit non, tu vois. Après, Taskmaster, ils sont conscients qu'ils aient foiré le personnage, qui est un personnage qui est très connu dans les jeux vidéo, etc. Après, peut-être qu'ils l'ont buté pour le reboot après. Je serais pas surpris qu'il y ait un mec Taskmaster après, tu vois, mais... Ouais, après, c'est vrai qu'ils mettent, comme tu dis, un personnage ultra secondaire, et qu'ils le butent comme ça. La Suicide Squad, un no-name, tu vois. La Suicide Squad, tu vois. Après, ça aurait été beaucoup moins surprenant, parce que même si là, on s'y attendait totalement... Mais après, ils sont tous un peu secondaires, après. Surprenant quand même. Mais sinon, si on continue sur le bunker, moi, j'ai rarement vu un film de MCU avec, entre guillemets, aussi peu de décors. Genre, c'est qu'on reste très longtemps dans des décors. C'est vrai. Et je trouve qu'il y avait un côté presque Die Hard, c'est qu'on est resté presque 50 minutes dans le bunker. On passe une très grosse partie du film dans le bunker où on les voit juste s'entretenir entre eux, essayer de s'enfuir du bunker en fait, où ils exploitent à fond ce décor-là. Il y avait presque un côté Die Hard avec le côté, tu vois la scène un peu de l'espèce du truc d'ascenseur, ils doivent monter, où là ils forment l'astérisque, que je pense quand ils... tu vois, c'est un truc qui fait très Die Hard, où il y a de l'humour, il y a de la tension en même temps, et en plus ils s'aiment pas. Donc je trouve dans l'ambition du film, ils avaient cette ambition de faire un film un peu de bras cassés, tu vois. Et ce côté huis clos, je trouve que c'est un truc qui est très rare chez Marvel, de c'est un blockbuster, on est censé tout diversifier, mais là non, là on reste quand même dans un bunker pendant 45 minutes, tu vois, non-stop presque. Le New York aussi, bien 40 minutes je pense. Ouais, aussi, surtout que t'as un New York très bleuté, et le bunker est
D'ailleurs, il y a un côté très Sentry dans les designs, c'est que t'as le bunker qui est très jaunâtre, très Sentry. C'est vrai. Et t'as aussi la petite prison et enfermé Sentry qui est de la même couleur très jaune. Donc on sent que Sentry arrive, tu vois. Ils mettent des ombres de partout et ils mettent des espèces de bunkers jaunes un peu partout dans le film. Et puis le New York est très très bleuté pour avoir ce côté sombre aussi. Donc, et la lumière revient vraiment à la fin du film quand il devient les nouveaux Avengers et que The Void est parti entre guillemets. Donc il y a un travail de la photographie dans ce film là, c'est pas tous les jours qu'on peut l'évoquer dans l'univers Marvel. Donc ça on peut le dire aussi. Mais il y avait toute la partie du bunker qui était plutôt sympa sur la relation entre les personnages, puis il s'enfuit, puis il y a toute la partie désertique où tu as Red Guardian qui arrive, Alexei Shostakov. Après, ce personnage-là, je trouve qu'ils l'ont... Ma fille, tu sais... Yelena n'y va pas. C'est un piège. Mais j'ai pas compris ça. Par exemple, comment il a fait pour les retrouver Elle a un GPS sur elle ou je comprends pas. Non, mais ça a été montré j'ai que pas capté. c'était le chauffeur en fait de Val. Ouais, bah, j'arrête pas d'oublier son nom à Val. Il disait à peu près où c'était, mais il disait pas. Et comme par hasard, Red Guardian, il était en plein désert. Ils ont mentionné le lieu, mais ils ont pas mentionné directement le fait qu'il était dans un bunker et tout. Mais je pense qu'il a dû voir, du coup, vérifier l'endroit, mais qu'il a dû passer en voiture. Là, vraiment, Red Guardian les a trouvés vraiment dans un désert comme ça, paumés en plein milieu. Du coup, je me suis dit comment il a fait, tu vois. Ouais. En plus, il savait exactement, ils étaient par terre et tout, et il savait exactement où ils étaient, genre. Comment t'as fait? Parce que Bucky s'était justifié parce qu'il avait tracé le téléphone de la meuf, de Mel. Mais lui, c'était un peu plus approximatif. Après, le film a 2-3 facilités, mais rien de catastrophique par rapport à ce qu'on a déjà pu avoir. Mais Red Guardian, oui, on est un peu dans la logique de Black Widow, où là on traite du fait que c'est un personnage qui est extrêmement égocentrique, il regarde que ses heures de gloire à la télé, il a que des posters de lui de la Russie à chaque fois, et dès qu'il rencontre un pseudo Captain America, il dit moi j'étais comme toi et tout. L'ancien Captain America. Bucky, quel sérum de super soldat t'as eu, toi? Tu vois, donc c'est vrai que j'aime beaucoup son interaction avec Yelena, où souvent Yelena parfois il lui pose vraiment une question plus un père doit y répondre pour sa fille. Mais il balance une réponse vraiment plus mais moi je me souviens moi dans les heures de gloire vraiment rien à voir avec mais ils arrivent quand même à lui trouver de l'humanité en disant que les heures de gloire, mais les heures de gloire ça se rapporte au fait que quand je sauve des gens je me sens vivant, quand l'amour, la famille, et donc il revient quand même à ce point là, et ça fait bien sûr le foreshadowing sur la fin où il commence à sauver tout le monde, et ensuite et justement enfin ça m'a beaucoup rappelé les Spider-Man de Sam Raimi qui remontent maintenant, où on appuyait beaucoup les civils, en fait le côté civil, on sauvait des gens parce que au fait on peut pas avoir de combat final parce qu'ils sont trop éclatés contre Sentry, donc tout ce qu'ils peuvent faire même s'il n'y a pas d'espoir, c'est sauver la civile partout en fait. Surtout, notamment, t'as Red Guardian à un moment donné qui va sauver une gamine qui lui rappelle Yelena enfant aussi, tu vois. Et boum, là, c'est le moment où t'as The Void qui l'a fait disparaître aussi. Donc, je trouve qu'ils ont réussi à bien retranscrire le côté super-héros un peu du pauvre avec sa Batmobile limousine un peu éclatée et son costume un peu fait à la main et tout. Mais quand il va parler à Yelena pour parler de choses sérieuses, c'est des scènes d'émotion où vraiment là, il parle avec le cœur et il veut être présent. En fait, j'aime bien le fait que il était pas là pour elle depuis 1 an parce que même lui, il se sentait pas digne d'être là. Tu vois, pour lui, il voulait pas qu'elle le voie et tout. Donc ils ont réussi à bien développer le côté humour du personnage dans son fond intérieur, quoi. Puis c'est drôle en vrai, à la fin du film, c'est un communiste et il le rend capitaliste à la fin du coup. Oui, avec les céréales et avec les Avengers, tu vois. Mais je peux comprendre ce point-là. C'est vrai que c'est vraiment un côté, il s'est senti trahi par sa patrie, il s'est dit, on va voir la patrie, était ma petite fille, Yelena, Natasha et Yelena, et puis il retourne, mais c'est vrai que, non, j'ai trouvé, puis comme je disais, moi, habituellement, le personnage là, il a une humeur que je trouve, soit ça passe, soit ça casse. Et là, je trouvais que l'humour là était bien dosé, et que parfois que c'est plutôt le fait qu'il était parfois même trop premier degré pour être pris au sérieux. Et là que ça m'a fait rire aussi. Après, moi, comme je te dis, la VF c'était horrible, les blagues. Franchement, faut vraiment que je le regarde en VO ou que je regarde une partie en VO. Mais la VF, j'ai pas du tout aimé tout, surtout la partie du désert et tout. Quand il enchaînait le débit de parole et tout, il y avait que lui qui parlait. Sinon, oui, il est pas détestable dans le sens où c'est vrai qu'il a un vrai fond et tout. Au niveau il va retrouver sa gloire et puis même il parle à sa fille et tout, parfois sérieux et tout, genre même quand ils se sont fait par exemple défoncer par Sentry, ils sortent du building et tout, là ils ont une vraie conversation entre sa fille et lui. Mais en vrai ça va, il est assez bien travaillé, juste la VF est horrible.
Red Guardian, on peut voir un peu le même délire avec USA Agent, dans le sens où USA Agent, lui, c'est pas l'humour, c'est l'arrogance, en fait. C'est lui, tout le film, il est en mode, ouais, c'est moi qui devrais être le chef, ouais, moi j'ai une femme et un enfant, moi je suis un militaire décoré, etc. Ouais, ce qui est cool, c'est que je trouvais qu'il était très fidèle à lui-même, mais en plus extrême par rapport à la série. Mais en vrai, en fait, là, il est vraiment plus, ouais, c'est moi le boss, moi je sais ce que je fais, moi je suis un vrai héros comparé à vous, pendant que vous êtes des simples renégats. La mère patrie Russia. mais du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit que son pire souvenir, lui, c'est pas l'armée, ce qu'il a vécu et tout, c'est sa famille, genre, c'est que le fait qu'il ait lâché sa famille. Et du coup, à la moitié du film, t'as tout le monde qui découvre qu'en fait, non, sa famille, il a lâché, en fait. Et qu'en fait, lui, il est en train en fait, il vaut pas mieux que les autres, en fait, il est du même niveau, c'est que. Il se la pète et tout, il fait genre que lui, c'est un vrai mec confirmé, mais il cache juste sa santé à lui aussi. Moi, personnellement, il y en a beaucoup qui le détestent, mais je pense que lui, c'était mon personnage préféré de la série Falcon and the Winter Soldier, US Agent, parce que j'avais peur qu'on ait un espèce de Homelander, mais version Captain America, où le mec il devient le nouveau Captain America pendant 2 minutes. Mais en fait, tu découvres que c'est juste un militaire qui veut faire le bien, en fait, et le gouvernement lui met tellement de poids sur ses épaules que ça finit par l'écraser, en fait. Et en fait, moi, je m'étais assez attaché à ce personnage-là, donc j'ai bien aimé le fait qu'il lui donne un peu le côté connard dans ce film-là pour montrer qu'il continue à cacher un peu sa personnalité. Et à la fin, d'ailleurs, ça m'a fumé dans la scène post-générique qu'il a encore son bouclier en mode tacos. En 14 mois, il l'a pas changé. Je me suis dit, mais comment il fait pour l'émission et tout avec ça? Mais du coup, dans Doomsday, il l'aura. Parce que c'est juste avant Doomsday, cette scène-là. Donc, mais oui, c'est un personnage qui a un bon développement, puis j'aimais bien la relation de rivalité un peu qu'il avait avec Bob où il le provoquait. Et puis dans le reste du film, il se lâche des regards et là, tu sens qu'il veut plus il veut plus le faire chier, là. Mais tu vois, j'étais content. Lui, c'était un personnage, j'étais content qu'il y ait eu un peu son développement avec son flashback. Là où Ghost aurait peut-être mérité d'avoir eu son flashback aussi, tu vois. Pour qu'on sache quelle est sa situation, etc. Je pense que tout le monde aurait dû mériter son flashback. Bah, peut-être pas Bucky, tu vois. Bucky, on le connaît assez bien. Et comme il avait dit à un moment, quand ils sont tous retrouvés autour de Bob, où Liena lui demande oh, c'était comment vos visions, ça allait? Il dit oh, bah super, j'ai une vie géniale, tout va bien. I have a great past. Au début, j'y ai cru, hein. Non mais Bucky justement pour moi c'est vraiment le témoin du mec qui voit ces mecs là qui n'ont pas résolu leurs problèmes que lui a résolu avant. Oui, voilà, donc lui il a plus un côté spectateur dans ce film là, mais je sais pas si c'est dérangeant non plus. Moi ce qui paraît, par contre je trouve toujours ça bizarre le fait qu'il devienne un membre du Congrès. C'est de toute façon la politique dans l'univers Marvel bizarre ces temps-ci. T'as le Caïd qui devient maire de New York, t'as le Hulk rouge président et maintenant t'as Bucky qui a tué JFK qui devient membre du Congrès. Tu après vois. techniquement, après, je crois pas que le pays soit au courant de ça. Je crois que ça avait été, c'était dans des informations cachées encore, ils l'ont pas su. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est totalement ça. Mais c'est vrai que quand il a annoncé, j'avais peur qu'ils avaient fait rétro-pédaler le personnage par rapport à Falcon, où dans Falcon, on a enfin fait de lui un héros qui oublie son passé de Winter Soldier. Et en fait, non, en fait, il continue à agir en héros, mais essaie d'agir de manière diplomatique avec la politique, etc. Mais ça le fait chier. Voilà. C'est drôle de voir comment il est pas compétent et tout. Et du coup, à la fin, il part en mode Terminator. Et du coup, là, on retrouve c'est un peu mon défaut dans la série Falcon, c'est que pour moi, Winter Soldier, c'est genre le plus gros assassin de l'univers Marvel. Le mec, il est trop fort. Et là, on l'avait un peu nerf dans la série télé, contre tous les mecs avec des sérums de super soldats. Il se faisait un peu trop démonter par des jeunes de 20 ans. Et là, il a vraiment des scènes un peu badass, très Terminator 2, l'inspiration, où du coup, il pète toutes les voitures. Et du coup, c'est marrant. Et même, il a même droit à son petit moment à la Steve Rogers, quand c'est le dernier debout à essayer de combattre Sentry, où il enlève sa veste et il se dit il y a aucun espoir, c'est foutu, mais je le fais jusqu'au bout quand même. Un peu comme Steve Rogers dans Infinity War avec Thanos. Et puis quand il donne des coups de poing et tout, là, ça me faisait penser très Captain America, Winter Soldier, la fin et tout, avec Iron Man vs Captain America. Donc, le combat et tout, sauf que là il s'est fait rétamer en 2 secondes. Mais... Ouais, là il s'est fait rétamer, donc c'est marrant ça. Voilà, c'était le plan séquence de combat contre Sentry qui était, je trouvais vraiment. En fait, je l'ai trouvé très simple, mais c'était vraiment centré pour Sentry, je pense. C'était vraiment pour mettre en avant lui et montrer que, ils sont très insignifiants par rapport à lui, que. Genre même je pense tout le monde on voyait ça, on savait très bien que aucun coup n'allait l'atteindre vraiment et puis aussi que le fait que Sentry, je connaissais déjà le personnage et tout, mais je comprenais pas vraiment c'était quoi ses pouvoirs. Et là je suis un peu content, on s'est beaucoup mieux expliqué, on comprend ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, et qu'en fait c'est même pas la moitié de ce qu'il peut vraiment faire et tout, donc je trouve ça vraiment cool et pas mal.
Ah bah, si je dois résumer, bah, du coup, ils ont fait 2-3 changements par rapport aux comics pour Sentry. Dans les comics, Sentry était un super-héros qui était de la même génération que les Avengers à la base. Sauf qu'il savait qu'il y avait sa deuxième personnalité qui était The Void, qui pouvait revenir et menacer le monde. Bah, il a demandé à des héros d'effacer son existence, en fait, du monde. Et du coup, quand t'as le comics Sentry qui démarre, en fait, c'est juste un mec normal, Bob Robert, qui fait sa vie, qui a été un ancien toxico, etc., qui se rappelle de rien. Un peu comme dans le début du film où il se rappelle de rien quand on le sort du bunker. Donc ils ont un peu gardé ce côté-là. Et ensuite, au fil du comics, on lui rappelle que non, c'était un ancien super-héros et au bout d'un moment, bah, son côté Sentry the Void va se réveiller, etc. Et du coup, c'est un peu l'apogée du sérum de super soldat, Sentry. C'est le sérum de super soldat, mais si tu le donnais à un mec comme Jesse Pinkman, par exemple, tu as comme un camé. Et en plus, un sérum à la Superman où tu as le pouvoir de 10 000 soleils, tu vois. Donc c'est vraiment le mec à qui il fallait pas donner ce pouvoir, quoi. Et du coup, c'est un personnage qui devient attachant parce que ça m'a un peu fait penser à Moon Knight, le fait qu'on voit son passé un peu partout. J'aime bien le côté troisième acte. En fait, les 3 quarts du troisième acte, c'est juste une chambre. Et c'est des décors en carton, tu vois. Donc il y a vraiment un côté presque théâtral dans le dernier acte qui fait anti-Marvel presque dans ce débat-là. Marvel, c'est vraiment la diversité, donc je verrais n'importe quel genre dans un film Marvel. Pour moi, ce serait vraiment crédible et normal parce que je pense que vraiment Marvel, tu es capable de tout faire là, à l'intérieur parce que tu as vraiment de tout. T'as de la magie, t'as des aliens, t'as de l'espionnage, t'as de la vie quotidienne. T'as du justicière avec She-Hulk, même si c'est totalement raté, on va pas se mentir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de touches dans du Marvel, donc c'est bien qu'aussi, après qu'ils n'ont pas encore tout tenté, et que parfois ils reviennent à faire des choses qu'on a déjà vues, mais qui continuent quand même d'essayer d'aller plus loin. Justement avec le personnage de Bob, qui est joué par Louis Pullman, qui avait joué un autre mec qui s'appelait Bob dans Top Gun Maverick. En plus, là aussi c'était une vanne en plus. Donc ça fait 2 fois de suite qu'il jouait un Bob. Donc ça aussi, il y avait des gens qui avaient fait la remarque. En vrai, c'est marrant. Mais c'est vrai que quand il l'avait casté, j'étais un peu en mode Osef parce qu'il ressemblait pas à grand chose, parce que Sentry, tu t'attends à un grand blond musclé, etc. Mais on montre à quel point c'est pas du tout le centre du personnage dans ce film-là, c'est quand il est pas très baraque, etc. Mais c'est la santé mentale, c'est la psychologie, en fait, c'est ça qui marche. Et le fait qu'en fait Sentry, c'est l'incarnation des thématiques du film, parce que le vide qu'ont tous les personnages a une représentation physique dans ce film-là, qui est du coup le Void. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le design parce que dans les comics, ils ont jamais réussi à faire des designs très mémorables à Void. En fait, chaque artiste a une idée de design différente pour le faire. Et là, j'aime bien juste l'idée d'en faire une espèce de silhouette noire, en fait. C'est juste une silhouette noire avec 2 points blancs, genre. Et du coup, ça fait presque auteur, c'est juste une simple idée de design et ça marche, tu vois. Et puis ils ont dit qu'ils se sont inspirés des bombes de Hiroshima pour créer les effets d'ombre sur le sol, pour créer la manière dont ils prenaient les gens, on va dire. Donc il y a un côté bombe atomique qui attaque New York, en fait. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de parallèles avec le premier Avengers par rapport à ça, bien sûr. Mais je trouve que ça marchait bien de montrer la puissance du personnage et de faire tout le combat final sur sa tête. Et en fait, la fin du climax, c'est un gros câlin, en fait, avec tout le monde, où c'est pas en le frappant, c'est pas la rage qui va faire que tu vas affronter tes démons, c'est les liens avec les autres, etc. Et je trouve que ça fait un personnage intéressant où Louis Pullman arrive à bien jouer la fragilité du personnage, la naïveté un peu, et le fait qu'ils veulent faire la bonne chose, en fait. Il se sacrifie plusieurs fois pour aider les autres, sans savoir s'il survivrait à des balles et tout. Donc, le personnage, il me fait beaucoup penser à Robert Pattinson dans Mickey 17, du coup. Il y a un peu ce côté... Qui est vraiment un peu toxico et à la fois qui veut aider les autres et tout. Et pour moi, je voyais Robert Pattinson dans le rôle de Sentry, quoi. Oui, il y a un peu ce côté-là, le mec sacrifiable un peu. Puis je trouve qu'il y avait un petit côté Homelander avec la relation, le fait qu'il avait besoin un peu d'une figure maternelle pour le stabiliser. Et justement, t'as Val qui se fait passer pour une figure maternelle, ça rappelle beaucoup Homelander dans The Boys. Parce qu'il y a ce côté instable à la Homelander, sauf qu'il est 3 fois plus puissant qu'Homelander, mais qu'il est moins un connard que Homelander. Mais quand même, mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'idée que son costume, je pense qu'il aura un costume un peu plus stylé, un peu plus cool quand on le verra dans les Avengers. Mais le fait que son costume soit pas ouf et que du coup soit vraiment une parodie corporate, ça marchait bien. Ouais. Surtout là on a enfin le retour de la tour Avengers dans ce film là qu'on n'a pas vu depuis 7 ans. Vrai. Et du coup on a enfin la réponse de qui a acheté la tour depuis. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que du coup la tour appartient à Val et est devenue la Watchtower, donc la tour de Gay, qui dans les comics est la base de Sentry, en fait. C'est un peu sa base à lui. Donc là ils ont un peu respecté le truc vu que c'est sa base à lui aussi dans ce film là, plus ou moins. Donc voilà ce qui est devenu la tour Avengers. Justement elle utilise les antiquités entre guillemets des Avengers pour se mettre en avant. Justement elle organise une exposition de la bataille de New York pour c'était des grands héros
super-héros et tout pour cacher ses magouilles à elle. Donc ça aussi c'était intéressant. Mais Val, on en fait une méchante un peu cliché, mais ensuite elle aussi a son moment de flashback où tu vois qu'elle aussi elle a un passé difficile qui fait qu'elle s'est rendue plus forte pour faire ce qu'elle fait avec son organisation qui s'appelle Ox, qui est un petit truc des comics. Elle fait vraiment plutôt femme d'affaires qui veut réussir, un peu en fait comme Stan Edgar dans The Boys. Elle ne cherche pas à contrôler le monde, elle cherche pas à détruire les super-héros. Non, elle fait son truc et juste elle trouve que les Thunderbolts c'est un peu des pions. Elle peut les sacrifier si elle a envie, quoi. Elle les voit pas. Ça, vraiment, elle voulait pas spécialement être méchante, elle voulait juste faire ça pour la gloire et l'argent, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trouvé non plus que c'était une méchante trop cliché, on va dire. Elle est un peu cliché, mais pas trop. Et c'est ça que j'ai bien aimé, du coup. C'était plus. C'était pas la méchanceté gratuite, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont pas mal changé par rapport aux comics, il me semble, parce que Valentina Allegra de Fontaine. Sacré nom. Dans les comics, c'est la love interest de Nick Fury, c'était une agente du SHIELD qui a plusieurs fois été directrice du SHIELD. Et plus tard dans les comics, tu découvres qu'en fait c'était une agente de Léviathan. Il y a eu une période où elle s'est fait passer pour Madame Hydra. Et du coup, elle a fait partie d'Hydra pendant un moment, mais en fait, depuis le début, c'était une agent d'une autre organisation qui s'appelle Léviathan, qui est un truc russe, je crois. Mais du coup, en gros, ça a toujours été une agent double dans les comics, et ça a été l'amour de la vie de Nick Fury. Bon, là, ils ont plus fait l'équivalent de Nick Fury, mais côté un peu plus méchant, on va dire. C'est un peu la Nick Fury, mais version mercenaire. Nick Fury, mais total opposé. Après, je pense qu'ils se sont un peu inspirés, je pense, de Norman Osborn dans les comics Dark Avengers. Parce qu'il y a un petit côté Dark Avengers, où en gros, dans les comics Dark Avengers, t'as les Avengers qui ont été décrédibilisés par la Secret Invasion. Oui, et du coup, les héros sont rejetés par tout le monde, et Norman Osborn, donc le bouffon vert dans les comics, milliardaire, etc., demande au gouvernement de créer sa propre version des Avengers, qui sont en fait des méchants déguisés en Avengers. Et lui-même devient la version d'Iron Man. Et la fin du film m'a beaucoup fait penser aux Dark Avengers, où t'as les Dark Avengers qui se présentent à la population et qui se disent maintenant c'est nous, vos nouveaux héros, et on va vous représenter. Donc il y a ce côté-là avec Val qui crée cette, entre guillemets par défaut, cette équipe-là à la fin, qui fait que maintenant elle est un peu soumise à l'équipe à la fin, parce qu'ils la tiennent entre guillemets. Donc il y avait ce côté-là très Dark Avengers sur la. En fait, les Thunderbolts, c'est un mélange un peu de tout. C'est les Dark Avengers, c'est les New Avengers. C'est ça que j'aime beaucoup chez Marvel, c'est quand ils ont l'idée vraiment, ils rassemblent plusieurs idées, plusieurs comics. Et là, ils ont pas pris un truc qui est arrivé dans telle histoire et on va reproduire la même chose. Non. On va se servir de ça, on va essayer autre chose, avec d'autres personnages, avec d'autres situations. Donc oui, ça c'était une fin qui marchait bien en mode twist, parce qu'en vrai dans les comics Avengers, il y a plein d'équipes d'Avengers différentes. T'as les Avengers de base, t'as les New Avengers, t'as les Young Avengers, t'as les Avengers de la côte ouest, t'as les trucs. Uncanny Avengers. Je suis perdu déjà, je connais. C'est pas tous les Thunderbolts, du coup. Du coup là, ça m'a laissé un peu à côté. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que dans les comics, les membres là qu'on a des Thunderbolts, ils étaient dans différentes versions des équipes, d'autres même dans des Dark Avengers, même d'autres jamais. Mais ils ont jamais été ensemble. Je crois qu'ils ont jamais. Red Guardian, il a été intégré en 2023, et parce qu'il y a eu le film qui sortait. En gros, en 2023-2024, ils ont refait une équipe de Thunderbolts, mais inspirée des films. Ça, c'est le truc qui me dérange un peu avec Marvel, c'est que comics, parce que Marvel Comics maintenant se base trop sur les films pour vendre leurs comics. Du coup, ça copie un peu les films. Maintenant, le nouveau chef, c'est Bucky des Thunderbolts, par exemple. Et puis, ils ont fait plein de Thunderbolts trop héroïques. Donc, aussi, ils ont fait plein. Mais oui, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient réussi à justifier de manière un peu cohérente qu'il y ait plusieurs groupes d'Avengers, cette fois-ci dans le MCU, avec le délire des copyrights, du coup, par exemple, qui fonctionnait bien. C'était assez drôle. Ils jouaient sur ça, comme je disais, en partie non spoil et tout. Et vraiment, ils savent Marvel en fait. Ils peuvent pas faire autrement parfois. Non, mais ouais. Et puis, même toute cette fin et tout, en mode. Où ils voulaient attraper la méchante, tu sais, Val, du coup. Et au final, ils se font applaudir et tout. Et là, ils voient la reconnaissance qu'ils ont au final de ce que c'est d'être un super-héros. Et pas que juste de tuer, d'être un assassin, quoi. Et du coup, j'ai l'impression, comme on a pu le voir dans le film, ça leur donne un peu une existence au personnage. Ça les refait un peu revivre, du coup, d'être quelque chose, quelqu'un aux yeux des gens, quoi. Non, mais c'est ça qui m'a fait du bien, de retrouver le côté super-héros qu'on a un peu oublié dans les films de super-héros, des gens qui sauvent des civils qui les applaudissent, qui les félicitent. Le héros est vraiment attribué à des personnes qui ne pensaient pas du tout être dans ce genre de rôle, qui ont vraiment l'habitude de faire des choses très sombres et ne pensaient pas un jour sauver les gens, et c'est exactement ce qu'ils font en fait dans le film, alors que c'est venu vraiment instinctivement. C'est ça. Et Red Guardian qui dit vous allez voir ce que c'est la reconnaissance envers quand les gens sont reconnaissants pour que vous les ayez sauvés, du coup.
Et là, à la fin, du coup, ce qu'il disait, c'était vrai, quoi. Le roster en termes de composition, de pouvoir ou d'équipe, il est un peu éclaté, mais c'est vraiment l'alchimie qui fait que là, ils sont un peu plus variés, quoi. T'as le connard, t'as le déconneur, t'as l'apport émotionnel, t'as l'expérimenté. Donc chacun a son apport dans l'alchimie, parce que après, l'équipe, en vrai, elle est pas dingue en termes de pouvoir, etc. Ce qui fait qu'on a ces New Avengers-là qui débarquent, qui sont légalement... entre guillemets les nouveaux Avengers, et ce qui nous ramène à la scène post-générique. Déjà on a la première avec Red Guardian et le céréal, en vrai qui était marrante avec le céréal. Inutile. C'était un beau parallèle, je trouvais, avec ce qui se passait dans la vraie vie, où ils ont fait un poster qui était inspiré en fait d'une boîte de céréales, ils ont mis l'équipe dedans. En fait, ils l'ont mis là. Voilà, ils ont pratiquement presque fait la même chose, mais dans le film, et je trouve ça marrant. Ouais, d'ailleurs c'est marrant parce que pour une fois les blagues en scène post-générique ils les mettent en deuxième scène post-générique, donc là ça se fout pas trop de notre gueule parce que là on est obligé d'attendre jusqu'à la toute fin pour avoir la vraie importante scène post-générique. C'est vrai qu'en fait c'est assez une bonne stratégie de faire ça, et c'est mieux de faire ça comme ça. Parce qu'après t'as une mauvaise image du film quand tu finis sur une blague, tu vois. Ça, on avait souvent ça, tu vois, donc en même temps ils ont dû faire comme ça depuis le début en vrai. Un petit annexe d'ailleurs, juste comme ça, c'est que le film venait de se finir là. Et avant qu'on lance la première scène post-générique, je vois le gars qui est à côté de moi, il se lève. Je me dis, non, t'es sérieux, tu fais vraiment partie de ces gars encore qui partent avant les scènes post-génériques. Mais en fait, je vois, il s'est assis juste tout devant. Ouais, il voulait juste être plus près de l'écran, et je me suis dit, ah, ok, bon, ça va. Et voilà, et il y a personne d'autre qui s'est levé, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis dans une vraie salle avec des gens qui savent qu'il faut pas quitter directement les séances comme ça, donc je trouve ça dope. Après, il y a eu la première scène post-générique, et je pense que, vu que c'était pas du tout sérieux, c'est là où j'ai commencé à en voir qui partait. Mais plus débité, donc je me suis dit, ok, ouais, peut-être ça vous a un peu agacé cette scène. Je peux comprendre, donc... Après moi c'était plus des familles qui partaient dès la première scène post-générique, parce que moi je l'ai vu en 4DX, je le rappelle. Si ça avait été ma famille, je les aurais obligés à rester. Non, bouge pas toi. Je vais te donner un petit avis sur la 4DX, c'est que c'est pas fou non plus, parce que comme on dit, il y a pas tant de scènes d'action que ça. Et du coup ça bougeait pas tant que ça, les sièges et tout. Et puis même c'était pas des grosses scènes d'action, du coup les sièges ils étaient pas en mode full activé quoi. Du coup j'ai trouvé juste un petit plus comme d'hab, la 4DX, de toute façon c'est pas révolutionnaire, j'ai envie de te dire. Ça peut sortir du film, hein, ça dépend de... Moi j'ai maté... Alors si pour Top Gun Maverick par contre c'était incroyable la 4DX. C'était vraiment, t'as l'impression que t'étais dans le jet et tout, c'était une dinguerie. Moi j'ai maté The Creator en 4DX et c'était des jumpscares, genre j'étais pas prêt à chaque fois que ça popait. Du coup limite t'arrives pas à te focus sur le film en lui-même parce que t'as les effets qui te... Genre c'était plein de mitraillettes dans ce film. Vous savez, tu fais putain frère. Du coup, j'ai pas encore testé 4DX donc. Après j'ai fait ce test, faut que tu testes mais pour les bons films en vrai. Ouais. Non mais même peut-être pas les bons, tu vois, même les trucs nuls. Hein. Parce que comme ça tu te focuses pas sur le film en lui-même. Tu te focuses sur l'expérience, tu vois. Genre Fast and Furious, je pense que ça le fait en 4DX, tu vois. Mais pour une fois, j'ai bien kiffé le fait que le générique du film soit dans la diégèse du MCU aussi en fait. Ça soit dans la cohérence du film aussi, que du coup ça nous montre les répercussions du fait que ce soit les nouveaux Avengers. Et quand on te représente un peu des peintures ou des dessins ou des trucs iconiques de l'Amérique dans les journaux de critiques en fait, avec les New Yorkers, le New York Times, des trucs comme ça, avec les B-Vengers. Est-ce qu'ils sont qui est Bob? Pourquoi eux c'est des merdes? C'est qui ces connards, etc. Et du coup ça m'a fait penser aux réactions que les gens avaient quand on avait dévoilé l'équipe du coup, donc il y a un côté méta aussi. Donc c'est des réactions un peu réelles et dans le film, tu vois, c'est un peu le réel rejoint le film rejoint la réalité un peu. Je trouve que là c'est bien réussi de Marvel, ils ont vraiment inversé les trucs quoi. Ils ont assumé leur truc. Oui voilà, ils ont vraiment assumé et en même temps ils s'en sont moqués quoi. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Donc ça marchait bien. Et puis là on arrive à la scène post-générique qui, pour anecdote, a été tournée il y a un mois par les frères Rousseau. Sur le tournage de Avengers Doomsday qui a commencé avant le tournage de Avengers Doomsday mais sur le plateau. Il a commencé cette semaine, en tout cas sur les plateaux. Donc ils ont dû tourner ça avant. Du coup, le réalisateur de Thunderbolt c'était là, il l'a dit, mais c'était eux qui ont fait la scène post-générique du coup. C'est pour ça que les plans étaient un peu différents, j'ai trouvé. C'était pas le même délire. Il y avait plus des plans dézoomés et tout, des grands plans et tout, dire des grands plans de toute la pièce et tout, on voyait beaucoup plus
Déjà, les frères Rousseau qui ont une meilleure photo que dans les derniers Avengers, ça me rassure. Je sais pas, en tout cas, visuellement, c'était un peu plus clean, tu vois. Mais j'aime bien le nouveau costume de Bucky. Hein. Il y a un côté très Marvel Rivals. Ouais, après, c'est vrai que la seconde scène post-générique, en fait, vu qu'il y avait les événements de en fait, on est les nouveaux Avengers et tout, c'est tellement passé vite que là, on les voit sortir de l'ascenseur, je vois qu'ils ont des nouveaux costumes, je suis en mode ah ouais bordel, il s'est passé ça. Il y a eu 14 mois plus tard, on est vraiment en vrai, ils ont pas tant de nouveaux. Ça enchaîne mais je trouvais ça cool quoi. Ça avance, ils traînaient pas les choses vers la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ils ont pas tant de nouveaux costumes. En fait, comme Bucky, lui, il avait pas de costume dans le film. Lui, il a un costume qui fait très bulky. D'ailleurs, j'aime bien la grosse étoile rouge qu'il a, mais pas sur le côté du bras robotique. Qui est inspiré d'un comics, hein, je crois. J'avais vu Revolution quelque chose. Si, les autres, ils ont vraiment tous un nouveau costume parce qu'ils ont tous maintenant un A en plus. Oui, ils ont le A en plus, vraiment, dessus, quoi. Ils ont le A en plus, mais ça reste mineur, je crois. C'est surtout, ils ont qui ont des coupes de cheveux différents et tout, tu vois. Genre Ghost, et maintenant, US Agent, il a plus le masque, mais il a un béret maintenant. Comme ça, comme il y a 500 Captain America différents, ils vont pouvoir le différencier des autres, quoi. Par contre, il y a toujours son taco. Et du coup, bon, Lina, elle a pas trop changé. Et on verra le costume de Ray Garden dans le Doomsday parce qu'on voit qu'il a maigri, qu'il est un peu plus fit maintenant, il a une petite moustache, donc on verra les dégaines qu'il aura. Et Bob aussi, on verra quand s'il aura un costume ou pas, parce que Sentry, je m'attends. Il était juste allongé dans la Il était allongé derrière. C'est ça. Ouais, si je le transforme en Sentry, ça va peut-être réveiller The Void. Mais c'est sûr qu'ils vont le ramener en Sentry dans Doomsday. Ça, il a fait la vaisselle. Il a fait la vaisselle. C'est ça, en plus, c'est vrai. Ouais. Et du coup, pile le teasing pour. Dino. On attend ça. Et du coup, pile le teasing pour le prochain film Marvel, Les 4 Fantastiques. Est-ce que ça spoilerait pas le film 4 Fantastiques? D'ailleurs. Un petit peu, même mon pote il m'a dit ça veut dire plein de choses, la fin et tout. Ça veut dire tellement de choses que en fait ça peut être n'importe quoi et ça tisse pas forcément ce qui va vraiment se passer dans le film. Donc, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que après, dès qu'on a vu la scène, je me suis dit, mais en fait, ça y est, ils vont crever dans un enquête fantastique, il n'y a plus personne. Oui, voilà. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, en fait, si ça se trouve, c'est ça qui va arriver, ou peut-être, en fait, c'est ça qui va arriver, ou si ça se trouve, tout ça vous va bien, mais ils savent qu'il y a un danger et ils vont juste visiter. En fait, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est le bon teasing où ça mène vers une direction, mais c'est pas forcément celle-là. Ah, j'ai pas d'exemple, mais ouais, tu sais, quand il y a un film où ils mettent une scène à la fin et ils font croire que, ah oui, genre par exemple, ils vont faire croire que tel personnage va mourir. Puis à la suite, on regarde, ah bah non, le personnage il meurt pas, il esquive ou je sais pas quoi, et ça donnait un peu ça, je pense, la scène pas générique. Les 4 Fantastiques. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui se disaient, ouais, peut-être qu'on aura une Civil War entre Sam et les New Avengers à cause du copyright. Non, je pensais plus pour la vanne. Surtout qu'il est pote avec Bucky et tout. Puis, donc, ouais, il y en a beaucoup qui sont en mode, ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont en mauvais termes, Sam et Bucky? Mais c'est pas ça qu'on nous a montré. On nous a pas montré qu'ils étaient en mauvais termes. On montre juste, ils se disputent, mais comme n'importe quel pote, ça se dispute pour des petits trucs comme ça sur le nom de l'équipe, quoi. Ouais. On n'a pas parlé du flashback de Yelena aussi. Qui tuait dans la neige. Ah oui, ouais. Avec sa sœur. Ouais, je pense. C'était. Non, c'était pas elle, parce qu'il l'a tué, elle. C'est pas Natasha, non, c'était Anya. C'était une amie. Anya, je crois. Ok, j'avais pas capté. On l'avait dit en sortant ici bas, c'est que je pense que ça aurait été plus puissant si c'était elle, gamine, qui avait tué l'autre gamine et que c'est pas juste un autre mec qui tue derrière elle. Mais vu que ça reste Disney, etc., on va quand même éviter qu'une gamine de 10 ans ait un gun, tu vois. C'est ça. Je pense qu'avec ce côté-là, après sur la scène marchait bien, j'ai bien sûr le côté tout, après, le côté. On a compris, je pense, le message qu'il voulait faire passer. Oui, tout à fait, ouais. Mais j'ai bien tout le côté visuel de elle sort d'une fenêtre et du coup elle est dans un flashback d'elle de la Red Room. Par contre, j'ai trouvé beaucoup plus traumatisante le fait que. Puis. Non, là j'ai trouvé bien très intéressant la scène où elle traverse le mur. Là on voit la scène où il y a elle petite et ils s'entraînent avec les arbres. D'un coup. La maîtresse là qui fait Yelena, si tu peux sortir, je suis en mode ok, ouais, elle peut sortir parce qu'elle a réussi à faire ça en premier. Puis je me suis dit, ça va être chacun son tour, quelque chose comme ça. Sauf que non, elle se met dehors à table. T'as Yelena qui a l'instinct direct de cacher elle plus petite. Et je comprends qu'en fait, il s'est passé vraiment une situation bien pire, c'est qu'on montre à Yelena toute la douleur qu'elle fait ressentir aux autres élèves parce qu'elle a réussi quelque chose. Il y avait un fort message dans ce. Voilà, je m'y attendais vraiment pas pour le coup.
que là ils m'ont bien eu. Puis il y avait ce côté, je trouvais un peu Minecraft, dans le sens, tu sais, elle pouvait pas sortir, il y avait un muret et tout dans la forêt, tu sais. Et ça faisait vraiment une map Minecraft, je trouvais. Ouais, ils avaient fait tout un délire de murs en carton, genre. Donc ça faisait très studio, mais c'était limite ça faisait effet très hauteur comme délire là, de tes rêves en fait, c'est des trucs en carton et tout. Et du coup quand tu sors, quand ils affrontent le Bob Chicken là, pareil c'est que du carton derrière, etc. Donc je trouve que c'est une retranscription visuelle intéressante des chambres entre guillemets, de toutes les chambres de Bob, on va dire. Puis à un moment donné elle se confronte à son propre alcoolisme aussi, avec son clone, etc. Son double. Donc il y a ça qui était intéressant visuellement aussi dans les idées du dernier acte, de la mise en scène. C'est comme on l'a dit, le dernier acte est beaucoup plus sobre qu'un combat habituel avec des explosions, quoi. C'est une grosse ombre noire qui dévore toute la ville, et à cause d'une silhouette géante noire, tu vois. Donc on a fait un truc plus sobre dans les visuels. Ça fait pas de mal ce changement, je trouve. Ça aère. Ouais, c'est ça. Aussi, voilà, ce que je voulais dire aussi par rapport à la fin, que les gens pourraient décrire comme le combat final d'un film de super-héros. Ça a été réglé par un câlin, le pouvoir de l'amitié qui est refait. Et là, c'est là où je suis totalement pas d'accord, parce que pour moi, c'est pas ce qu'on a vu. Déjà, le terme pouvoir d'amitié, que je comprends, que c'est dans les films, dans les blockbusters et tout, mais je n'ai pas vu ça dans le film. Pour moi, c'est pas l'amitié qui a sauvé Bob, c'est leur présence, leur simple présence, le fait qu'il y avait des gens là pour être avec lui. C'est peut-être ça le message un peu, tu sais, la dépression, le fait que quelqu'un en dépression doit parler, doit avoir des gens autour de lui. Et c'est peut-être ça le message, le vrai message qu'on va faire passer derrière la dépression, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est que d'habitude moi je suis d'accord avec les gens quand ils disent le pouvoir de l'amitié, ils ont gagné à cause de ça. Genre Wonder Man qui fait un message d'amour à la fin de Wonder Man 2 et du coup tout le monde est plus contrôlé et tout. Mais là, le truc là, c'est pour une fois, c'est le the point. C'est l'objectif, c'est la thématique du film. Tout est développé pour qu'on arrive à là, et tout te fait comprendre qu'on peut aller que dans cette direction-là parce que physiquement, ils n'ont aucune chance contre lui. Donc, je trouve que là, dans le film, ça marche bien, quoi. C'est thématiquement parlant approprié pour une fois. À des moments, j'oubliais même qu'en fait, il y avait une menace, quoi. Moi, j'ai juste vu, ils allaient vouloir aider Bob, et ils voulaient pas vaincre qui que ce soit. Ils voulaient juste l'aider. Même quand ils se sont fait rétamer, tu sais, ils sont sortis du bâtiment, ils se sont dit bon, on a fini, on s'est fait rétamer, on rentre chez nous. La première fois, ils savent qu'ils ont aucune chance, ils se barrent, tu vois. Ils sont fatigués et tout. Exactement, ils voulaient se barrer, c'était vraiment leur premier instinct. Ouais, c'est pas tous les jours non plus. On a ça, Le super-héros nul. Ils assument là. Après, d'ailleurs, j'ai bien aimé parce que t'as Yelena qui dit qu'il y a une merde et tout, et t'as une vieille dame derrière qui passe derrière. Tu vois, il y a des trucs qui étaient un peu marrants, non? Bucky à ce moment-là qui n'a rien à faire, il est derrière, il attend. On a perdu. Il est dépité, frère. C'est ça. Côté univers Marvel, c'est que t'as plein de passants qui sont là. Il les voit là en costume et tout, mais il passe à côté. Je pense c'est vraiment le côté on est habitué. C'est Lego Marvel, frère. C'est les PNJ. C'est les PNJ dans Lego Marvel. Tu te prends sur New York. Ouais. Mais Ghost, je trouve que Ghost, il y avait un potentiel d'action qui était assez cool, qui était plutôt bien exploité dans le bunker. Mais dommage qu'il y ait toujours le putain de canon sonore qui l'empêche d'avoir une vraie scène d'action stylée, tu vois. Ce qui fait qu'elle est sous-exploitée, tout même dans les visuels et tout. Donc, parce que les autres ça va en vrai, parce que après je suis pas soldat et tout, il y a pas un potentiel de infini, tu vois. Et Sentry, après Sentry, on n'a pas eu beaucoup de Sentry, on a eu beaucoup de Bob et de The Void. C'est vrai que c'est un film quand même, c'était pas le film de Sentry, c'était le film de The Void. C'est un film qui doit parler de santé mentale. Donc Sentry, on le met 10 minutes avec le costume, et pas, il y a pas non plus trop la vibe ensoleillée des comics avec les yeux jaunes, les lasers, machin. Donc ça, on peut peut-être l'attendre pour le prochain Avengers. Ça, on voulait vraiment se focus sur le côté sombre des personnages. C'est pour ça que je m'en plains pas non plus. Je pense il y aura une scène où il utilise sa vision thermique et les gens vont être il sait faire un peu comme à Star Wars 9. Ils peuvent voler maintenant. Maintenant ils volent. Palpatine est de retour. Tiens donc. Comment ça? T'auras pas d'argumentation. Il est là, il est juste là. Mais et puis il y a deux trois petits persos qu'on n'a pas évoqués. Petits, hein, mais genre il y a l'assistante Mel. Elle s'appelle Melissa Gold, et dans les comics c'est une membre des Thunderbolts. C'est confirmé, c'est dans les crédits, c'est son nom, je crois. J'ai juste relu Donc c'est elle. J'ai une encyclopédie Marvel chez moi, j'ai juste revu son profil. Je me suis dit, est-ce que ça va être elle là dans le film? Et y a rien qui le pour l'instant, il y a rien qui est contre l'idée. Il y a un petit médaillon d'oiseau, genre.
Ah ouais, qui je sont pense, identiques. ouais. Parce qu'en gros, dans les comics, elle est censée devenir Songbird, qui est une membre des Thunderbolts, qui est une meuf qui vole, qui a un cri sonique et tout. Donc peut-être que elle, on la reverra par la suite, elle aura des pouvoirs, elle fera partie des New Avengers plus tard peut-être. D'ailleurs, je jouais beaucoup ce personnage sur Marvel Future Fight. Rien à voir avec ça, mais ouais. Ouais, voilà. Comme ça, Mais après, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient pas du tout amorcé le fait qu'elle aurait peut-être des pouvoirs, qu'elle serait une membre. Là, c'est juste l'assistante qui aide Bucky parce qu'elle elle voit que Val commet des trucs de moins en moins humains, etc. Et puis t'as le membre du Congrès là. J'avais du mal avec les passages au Congrès. Je crois que ça faisait trop Marvel-like avec des musiques un peu light et le Congrès pour les nuls un peu, tu vois. Mais l'acteur du Congrès, c'est le mec qui va jouer Perry White dans Superman. Donc, donc là, il joue un mec du Congrès. Après, je crois qu'il existe dans les comics peut-être le Congressman Gary, c'est un mutant. Je crois dans les comics, c'est pas le cas. C'est une politique au début du film. Je crois qu'elle faisait un peu. J'ai pas trop tout capté. Donc ça lâche des vannes et tout. Madame Fontaine, non, deux Fontaines. Ça faisait trop Marvel, je crois, pour moi. Et aussi, j'ai bien aimé. Y a pas le cliché où t'as l'assistant qui trahit le boss, du coup le boss. Ouais, il reste quand même, ouais. Voilà. Non, c'était juste. Valentina, elle était là, mais elle était juste déçue, quoi. Elle était juste. Tu te rends pas compte. Nulle, incompétente. Encore une. Tout le boulot qu'on fait. J'en prends une nouvelle et pars. Bon. Tu sais tout, mais pars. T'inquiète. Bon, je te laisse réfléchir 2 secondes. J'espère que tu reviens me voir, quoi. Mais voilà, mais ça, c'est cool, ça change. Elle est revenue ou pas? J'ai même pas. Ouais, elle reste à la fin, je crois. Ok, j'ai même pas capté ça. Dernier truc à dire, c'est que pour la scène des rêves là, je trouvais qu'il manquait beaucoup de. Pas des rêves, du coup, du passé de Bob. Je trouvais qu'il manquait beaucoup de son. Dire, je connais pas son passé, mais je trouvais qu'il y avait peu de son passé, tu vois. Il y avait que, du coup, quand il s'est fait frapper par son père et tout, le truc le poulet et tout, mais sinon, c'est ça. Sinon, il y avait rien d'autre et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a une petite scène, avec une musique et tout, un peu, ils se battent entre les différentes chambres et tout, les différents niveaux. Et je m'attendais à plus de niveaux différents dans le passé de Bob, ouais. Mais je trouvais ça un peu dommage, limite, ce petit passage. À la scène où ils viennent juste se faire démolir par Sentry, et ils descendent en bas de l'escalier et tout. Ce que j'ai bien aimé. En fait, je trouve que le film, après, c'est mon avis perso, peut-être par rapport au film que j'ai vu moi et tout, mais je trouve que ça casse pas mal de codes. Par rapport au fait aussi où t'as le moment où, voilà, t'as Yelena qui pète un câble et elle se met à insulter tout le monde. Souvent dans les films là, tu vois ça et ils sont en mauvais termes. Mais après ils reviennent. Là c'est plutôt en fait chaque personnage il recevait une insulte mais il était en mode ouais c'est vrai et c'est vrai je suis comme ça et ça se remarque plus avec Walker qui pour moi a reçu la plus grosse insulte. Il est sûr mais oui voilà même ta famille le sait quoi ouais c'est ça et il était en mode ouais c'est totalement vrai mais genre ils avaient qui sont pas blancs tu vois c'est des anti-héros transmis je trouve par les acteurs qui font vraiment un super taf surtout Florence Pugh du coup en tant qu'Yelena mais je ressens l'émotion chez tous ces personnages quoi même Bucky qu'on voit beaucoup moins mais vu que c'est Sebastian Stan on est vraiment habitué au personnage il sait vraiment bien faire en fait ils connaissent tellement leur personnage je pense que c'est bien qu'ils aient chacun déjà joué une fois leur personnage parce que c'est vrai que souvent en fait je pense à leur première apparition il y a un petit côté ok mais on va voir où ils vont aller et là c'est plutôt ils savent qui ils sont et c'est nous qui apprenons à les connaître vraiment à travers ce film là et je trouvais ça vraiment cool ce côté là dédicace à Bucky sa petite intro là dans le désert et tout où il défonce tout le monde et tout et c'est ça et t'as l'impression que Yelena à un moment elle tire tu sais dans la voiture t'as l'impression que c'est elle qui fait péter là non c'est Bucky et tout badass en mode Mad Max et tout sur sa moto ça j'ai bien aimé avec la petite musique et tout la petite scène badass le chêne là avec son bras robotique et là boum il le bloque et la voiture se renverse très cool une des meilleures scènes d'action je pense ouais non très cool scène d'action quand même mais voilà en fait là je pense c'est vraiment quand on disait que chez Marvel on veut qu'ils fassent de la qualité plus que la quantité là c'est totalement ça on a très peu de scènes comme ça on a très peu de scènes développement on a très peu de scènes de choses et tout mais ils sont tous très très bien réussis et je trouve que ça fait que le film en soi je l'ai trouvé très bon quoi. Ça fait la transition. Dommage que la scène de Bucky l'ont quasiment intégralement spoil dans une des bandes annonces d'ailleurs.
Donc ça m'avait déçu parce que du coup j'ai revu la même chose en fait. Il y avait pas beaucoup de trucs en plus en vrai. Voilà, mais heureusement du coup. Malheureusement. Comme je t'ai dit, Ouais. Et je me demande si le film marche pas assez, on aura la réponse bientôt des premiers chiffres. Ouais. Parce que le film il peut ne pas trop marcher parce que c'est pas des héros extrêmement connus non plus. Mais je me demande si on part au titre renommer le film pour les prochaines semaines New Avengers pour amener plus de gens en salle. Ce serait une première, genre que. Parce que Birds of Prey, pour Birds of Prey, ils avaient fait ça, c'est qu'après le film il était en train de flopper de fou. Birds of Prey, du coup ils l'ont juste appelé Harley Quinn pour que des gens se ramènent. Et en vrai, ça avait pas. Ah oui, Bird of Prey. Ouais, le film à l'époque. Ouais. Mais au final, du coup, ça a pas trop marché. Mais. Ouais, ça avait rien changé. Il avait juste appelé Birds of Prey Harley Quinn, c'est ça. Et le Blood de Harley Quinn, il avait mis un gros titre un peu abusé. Mais je pense que s'ils font ça pour Thunderbolts, je pense que ce serait pire. Parce que les gens ils vont faire. C'est ça les nouveaux Avengers. Ce film il marche pas. Ils vont se dire c'est quoi cette équipe de merde et tout. Ouais. Ils vont pas comprendre le sujet du film. Ils vont faire non n'importe quoi. Bevengers plutôt. Ouais. En fait le générique de fin. Mais je voulais évoquer le fait qu'il y a beaucoup d'effets pratiques qui ont été utilisés dans ce film-là. C'est qu'il y a assez peu, il y a pas tant d'effets spéciaux que ça. C'est que le bunker c'est un vrai. Ils ont vraiment sauté la deuxième plus haute du monde. La scène d'action de Bucky c'est une vraie scène d'action. Ils ont vraiment fait tomber des voitures. New York ils ont vraiment fait tomber des débris etc. Pas vraiment à New York mais ils ont fait tomber des débris. Et puis on a beaucoup plus privilégié les effets pratiques dans ce film-là et les décors réels que par exemple le dernier Captain America avec beaucoup de fond vert et de voilà. Donc ça aussi à évoquer quand même. Et puis je pense, moi, je sais pas où, parce que Yelena, c'est un des seuls personnages de la nouvelle phase Marvel, parce que Marvel, ils ont tellement eu du mal à gérer leur phase qu'il y a des personnages, ils apparaissaient, puis tu les revoyais pas avant 5-6 ans, parce qu'ils savaient pas quoi en faire, parce qu'ils ont fait trop de séries, trop de machins, donc trop de persos. Yelena, c'est la seule qui a eu un développement un peu stable, on l'a vu dans Black Widow, puis dans Hawkeye, puis dans Thunderbolts, puis là dans Avengers. Non, il y en a certains après, mais... Je pense que c'est la seule nouveau personnage des films. Des films qui a eu un développement. On a des séries où ça va, où tu les vois là, et après tu les revois dans d'autres trucs. Mais c'est vrai que genre Shang-Chi on l'a pas revu. Shang-Chi on l'a pas revu. Shang-Chi les Éternels c'est foutu. Shang-Chi les Éternels après c'est foutu maintenant. Moon Knight tu vois surtout les séries ils ignorent. Mais il y a beaucoup de persos qui ont disparu genre. Mais du coup moi je suis déjà prêt à tenir le pari. Je pense que Florence Pugh et Ina Belova, d'ailleurs Florence Pugh qui du coup explore bien son lieu d'actrice où elle pleure elle pleure dans tous les trucs qu'on l'a vu dans le MCU pour l'instant. Mais voilà, c'est une actrice qui est très cotée pour les films d'auteur et tout, c'est un peu une des grandes stars actuelles et ils ont eu du bol de la choper avant qu'elle soit connue d'ailleurs pour le premier Black Widow. Et du coup cool pour elle qu'elle reste avec eux et qu'en fait on l'a quand même fait jouer un rôle qu'elle a des émotions à jouer et qu'elle joue pas non plus une héroïne un peu cliché etc. C'est tant mieux pour sa carrière quoi. Ouais aussi ouais. Et du coup, je pense honnêtement qu'elle va assez facilement surpasser la Black Widow de Scarlett Johansson, personnellement. Ouais. Honnêtement, c'est vrai qu'elle a du potentiel, je trouve. C'est l'un des rares cas de succession où ça peut être meilleur, tu vois. C'est ça. Alors, je pense qu'elle pourrait pas dépasser Scarlett Johansson, mais c'est vrai qu'elle a un vrai potentiel quand même en tant que Black Widow, on va dire. Ouais. Après ça va, la Natasha, je me suis dit ça reste Natasha, mais honnêtement c'est vrai que on venait de voir le film, je me suis posé la question si je la préférais à Natasha. Et le fait que je me sois posé la question, je me suis dit ça prouve vraiment que elle a super bien évolué le personnage. Je me suis mis à la comparer carrément. C'est quelque chose quoi. Que vraiment, en fait, elle a rien à envier à Natasha Romanoff quoi, en tant que Yelena Belova. C'est devenu et c'est même une meilleure personnage que dans sa version comics, qui est plus secondaire et plus méchante quoi. Elle a beaucoup moins d'évolution que ça. Donc c'est vraiment des rares personnages qui devient génial dans les films. Et je pense que ça se trouve, comme les comics sont en train de s'inspirer maintenant à chaque fois des films, ils vont mettre plus en avant Yelena et peut-être ces comics seront bons, peut-être qu'ils seront pas bons. Je jugerai pas moi-même. C'est Scarlett, mais on va dire c'est une Scarlett bis à peu près au même niveau, je trouve. Ouais, dans le sens où Scarlett Johansson dans Black Widow, elle était introduite directement de manière héroïque et du coup on l'a jamais trop exploité son passé d'assassin qui a fait des conneries. Elle, on l'a vu débuter en tant qu'assassin et évoluer en tant que gentil anti-héros entre guillemets. Donc je trouve elle a plus la vibe que j'attendrais d'une Black Widow entre guillemets dans le côté ex-assassin, tueuse, etc. en rédemption. Que Natasha qui était déjà dans son prime quand on l'avait introduite et tout, et donc c'est sur le tard qu'on lui donne un film et après sa mort même. Donc je trouve qu'il y a un bon potentiel, donc je pense que oui, c'est clairement l'une des têtes d'affiche sur lesquelles ils vont miser dans les prochains Avengers et dans la suite. À la manière dont le Void envahit New York d'ombre et de sombre, la vidéo, la lumière de la vidéo a dû... Tu l'avais écrit ça avant ?
pas du tout. Mais là, c'est vrai que là, le soleil de la vidéo a commencé à se barrer au fil de la vidéo. On est plus dans le sombre maintenant. Il faisait plus beau au début. Ça s'est fade in. Donc là, c'est The Void qui va nous dévorer. Donc c'est fait pour la bonne vidéo. Donc ouais, bah écoutez, bah messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré faire ça. Peut-être revenir un jour, je sais pas. Ouais, un jour, bah tu es le bienvenu. Ça marche, ça marche. Ah oui, c'est vrai que j'aime bien. Première fois que je fais vraiment une critique comme ça à plusieurs dans une vidéo, et c'est vrai qu'en fait je suis plus à l'aise comme ça et j'explique mieux mes propos comme ça, donc je trouve ça cool. J'avais jamais vraiment fait de critique, même que ce soit sur Letterboxd ou quoi, et même je fais des critiques devant mes amis, mais c'est tout ce que je faisais, tu vois. Ouais. Mais du coup, de faire en face et tout, je trouve ça intéressant. J'avais fait un truc d'1 heure comme ça, donc c'est cool. 1h40. Mais ouais, bah écoutez messieurs, bah en tout cas on va vous retrouver leurs liens de leurs travaux, différents travaux forts variés. Je vous les recommande bien sûr, si on ne serait pas ensemble. Donc dans la description, il faudra que vous me les donnez, hein. avant que j'oublie. Bah, de toute façon, je vais remonter ça, donc je saurai. Mais je vais faire oh putain. Mais ouais, donc écoutez, bah merci encore à vous, et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos, des prochaines critiques sur Marvel, sur d'autres choses. Donc merci encore à vous, bien sûr. On se retrouve pour la suite, et puis bah ciao. Ciao. Salut.